Mais à la base, c'est vraiment venu d'une réflexion de faire un projet qui nous dépasse pour notre génération. Peut-être que le mot neutre ne peut ne pas plaire, parce que pour des gens, recevoir l'extrême droite, tu n'es pas neutre. Pour des gens, recevoir l'extrême gauche, tu n'es pas neutre. Ouais. Donc peut-être qu'on dirait le mot transpartisan. Et qu'est-ce que le toi d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans aurait aimé entendre sur le sujet? Si on peut débattre de tout avec n'importe qui. On peut. C'est le concept, justement. Sinon, dans ce cas-là, tu renfermes des gens dans leurs propres bulles idéologiques et en fait, ils ne s'en sortent jamais et c'est ça qui est dangereux. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, même des choses profondément bêtes, tant que tu es lucide sur la chose débile que tu es en train de faire. Le problème avec TPMP, c'est que si ça avait été une émission de divertissement, ça n'aurait posé de problème à personne. Bonjour Sixtine. Bonjour Déborah. Merci de m'accueillir et tous les internautes, tous les auditeurs qui vont nous écouter aujourd'hui à travers mon podcast Au Crayon C'est cool, à ça Paris. fait plaisir. On va parler de différents sujets, notamment du crayon, de ta vie. Et j'aime bien commencer sur la petite rétrospective sur ton enfance. Qu'est-ce qu'elle rêvait Sixtine? Quand j'étais petite, je rêvais de devenir présidente de la République ou d'être la première femme à monter sur la Lune. Donc, comme tu vois, pas forcément des objectifs très faciles à réaliser. Je sais pas, j'ai toujours eu ce côté très ambitieuse, gros caractère qui s'impose. Donc, ça a toujours été des métiers de rêve, un peu comme ça. Et voilà. Comment ça t'est venu? Parce que en général, les filles, bon, sans être vraiment dans les clichés, mais on va être soit coiffeuse, soit maîtresse d'école, pas forcément présidente ou pas forcément... En fait, c'était un peu les extrêmes. Est-ce que c'est ton éducation qui a fait ça? Est-ce que tu avais vu des modèles? Qu'est-ce qui t'inspirait? Je pense qu'il y a une partie d'éducation, c'est sûr. Et puis nous, on a une famille, on adore parler, débattre de politique. Et parfois, les repas sont assez mouvementés. Donc je pense que j'étais baignée là-dedans très vite, très jeune. Et puis l'espace, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. C'est toujours un rêve que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. C'est mon plus grand rêve. J'avais fait la blague à Rémi Gaillard, je lui avais dit parce que lui, il est capable de tout pour tout le monde. Oui. Enfin, il est complètement foufou. Et je lui avais dit, si tu arrives à m'emmener dans l'espace, je t'épouse. Il m'avait dit, ok, prépare le contrat et tout. Parce qu'il est fou, tu vois, c'est Rémi Gaillard. Et parce que c'est un truc, je serais prête à faire n'importe quoi pour aller dans l'espace. C'est mon plus grand rêve. Et la politique, parce que je pense que je suis baignée dedans. Donc en fait, les deux ont fait que j'ai eu envie d'avoir ces objectifs-là. Après, moi, j'ai 2 grands frères, donc j'étais pas très poupée ou Barbie plus jeune. J'étais plutôt Playmobil. Donc en fait, tu vois, c'est aussi peut-être lié à ça que je suis pas forcément Tu étais baignée dedans, forcément. Moi, c'était les Tortues Ninja ou les voitures. Donc Ouais, forcément, voilà. bon, ça nous inspire. Mais l'espace, c'est quand même assez atypique. Parce que c'est un autre univers, peut-être le côté indisponible, injoignable. Bon, maintenant, il y a des moyens qui existent pour y accéder. Tu m'as aidé pour faire le pont, bien sûr, sur le crayon. Comment ça s'est créé? Comment un jour, avec ton frère, parce que vous travaillez en famille, mais pas que, hein, parce que vous êtes 4, tu vas nous en parler. Comment vous arrivez un jour à vous dire, on va créer un média politique en plus, alors qu'on est jeune entrepreneur? Moi, je suis passionnée de politique depuis très petite. Et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée étaient mes professeurs. Parce que les amis de mon âge que j'avais ne s'y intéressaient pas du tout. Ah oui. Et j'avais besoin d'en parler. C'est un sujet, déjà, je trouvais que ça me rendait un peu adulte. Et quand t'es petit, tu veux toujours être adulte. Et surtout, c'est un sujet qui me passionnait. Ça me changeait des discussions habituelles, qui sont d'ailleurs géniales et utiles, hein, de parler de copains, de filles, de soirées, de trucs. Là, ça me faisait du bien d'avoir des discussions un peu plus sérieuses. Ça me rapprochait de mes profs. Et moi, j'avais toujours eu besoin d'avoir un lien émotionnel avec mes profs pour aimer la matière. Je suis un être très sensible, très émotionnel. C'est ma manière de fonctionner. Et un jour, j'ai dit à Valran et à ma mère, il faut lancer un média qui parle pour les jeunes, parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique. Il faut réconcilier notre génération avec les médias, avec la politique. Et puis surtout, c'était aussi en parallèle, au moment des élections européennes, on avait eu un taux d'abstention énorme chez les jeunes. Et puis, il y avait eu, je crois, les élections de Macron, de Marine Le Pen, et pareil, il y avait eu très peu de jeunes qui avaient voté. Enfin, je ne sais plus quelles élections il y avait à ce moment-là qui avaient appuyé vachement mes propos à l'époque. Et Valran, lui, moi, je voulais vraiment lancer un média pour les jeunes de politique. C'était ça mon idée. Et Valran voulait absolument faire un média de débat qui réunirait tous les bords politiques. Donc en fait, on a jumelé les 2 idées. Julie et Antonin sont arrivés, c'est comme ça que le crayon s'est développé. On a testé plein de trucs au début, enfin bref, tout le tintouin. Mais à la base, c'est vraiment venu d'une réflexion de faire un projet qui nous dépasse pour notre génération.
Et à la base aussi, parce que quand tu as 17 ans et que tu es en terminale et qu'après tu veux peut-être faire des études, aussi un projet où tu savais que ça pourrait te différencier des autres élèves. Tu penses que la politique, les jeunes s'y intéressent moins que les générations de nos parents ou les générations il y a 20, 30 ans. C'est quoi ton constat sur la politique, justement? Alors oui, déjà la première chose, c'est qu'aujourd'hui la politique est beaucoup moins respectée qu'à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le monde dans lequel on vit, tu ne respectes plus un politique comme tu le respectais il y a 20 ans. Et d'ailleurs, je trouve ça bien dommage. Et d'un autre côté, les politiques n'ont pas réussi à prendre le tournant et le levier des réseaux sociaux. Et même Internet, bien sûr, maintenant oui, mais même des réseaux sociaux, qui est un énorme changement. On vit avec au quotidien, sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Quasiment la majorité des gens sur cette planète sont dessus. Et de ne pas avoir réussi à comprendre les codes de plateformes aussi importantes et même imposantes, tu perds la manière de communiquer, de te faire entendre et de te faire comprendre avec notre génération, par exemple. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun politique de aucun parti. Là, je parle même pas des idées, hein, mais je parle même en tant que personne qui arrive à expliquer leurs propos de manière audible, de manière intéressante et de donner envie aux gens de les suivre là-dessus. Donc en fait, il y a un désintérêt tellement gros. Puis les réseaux sociaux ont fait aussi qu'il y a des leaders d'opinion qui ont commencé à émerger, qui ont pu donner leur point de vue sur plein de sujets différents. Et parfois, par le biais de manifestations, de pétitions, juste de vidéos qui ont fait le buzz. Et donc les gens se disent pourquoi je vais voter pour un politique alors que ça va rien changer, alors que moi, je peux même moi-même agir via mes propres canaux personnels, en fait. Donc tout ce prisme-là a changé la politique, a changé le regard que les gens ont avec la politique, alors qu'à la base, c'était censé être un pilier tellement important. Mais il y a un truc aussi important à retenir, c'est qu'en France, la majorité des pays ont un pilier principal sur lequel se positionner, qui est plus important que les autres. Soit le pilier économique, soit la culture, soit la politique. La Suisse, par exemple, c'est l'économie. Tu as des pays comme l'Angleterre, ils sont quand même très culture. Enfin, des pays quand même où des piliers qui concernent la société, parce que pour moi, il y a 3 piliers qui concernent la société, c'est l'économie, la politique et la culture. C'est ça qui fait une société. En France, on n'a pas un pilier qui est plus important que d'autres. Ces 3 piliers-là sont autant importants les uns que les autres. Notre culture est autant importante que notre politique et autant importante que notre économie. Alors qu'à l'époque de nos parents, la politique était un peu plus importante que les autres. En tout cas, la politique régissait les 2 autres, était vraiment en lien, comme si c'était une mère avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, les 3 ont autant d'importance. Et donc, c'est difficile de voir la politique du même prisme qu'avant, surtout avec notre génération qui, évidemment, est très différente de celle de nos parents. Oui, avec l'élection, avant la présentation de Macron, on pensait qu'il allait révolutionner la politique en l'expliquant clairement, parce que quand il a fait son mandat, on a été un petit peu inspirés. Finalement, beaucoup ont été déçus. Je comprends mieux aussi l'histoire du crayon, pourquoi ça t'a lancé. Si tu devais refaire le crayon, est-ce que tu changerais des choses? Alors, c'est tout récent, ça n'a pas non plus 15 ans, mais est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce que la difficulté de le faire aussi en famille, même si c'est que 2 personnes dans les 4 personnes, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais? Alors de le faire en famille, non. C'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Et même d'ailleurs au sein de tout le groupe, parce qu'on a imposé cette valeur-là du collectif et de cette culture très optimiste à l'américaine de c'est pas grave si on échoue, on apprend, qui est notre manière de fonctionner avec Valorant, parce qu'on a été éduqués par une mère qui nous a élevés comme ça. Naturellement, on l'a implanté un peu à toute la boîte, et comme c'était dans la culture aussi d'Antonin et Jules, ça s'est naturellement bien mélangé avec eux et donc au sein de la boîte. Donc en fait, c'était même bien et sain pour notre boîte de le faire ensemble, en famille, parce que ça a naturellement imposé des valeurs qui sont en fait essentielles. Au début, on ne s'était pas lancé directement sur YouTube. YouTube, on s'est lancé en janvier 2019. Alors que justement, à l'époque, c'était important de... Non, attends, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Si, c'était en janvier 2019. Et alors qu'on avait commencé, le crayon, l'idée était d'arriver en mai de l'année d'avant. Et en fait, on avait commencé par lancer une application que Valorant avait codée. Je n'ai pas du tout codé ni rien. Il faut toujours un codeur dans l'équipe. Ouais, vraiment un truc comme ça. Et on avait donc la même idée, de faire du débat, en tout cas, de confronter des idées avec des gens qui ne sont pas les mêmes de même bord politique. Sauf que là, on l'avait fait via une application avec des éditorialistes qui étaient des étudiants de tout bord politique qui écrivaient des articles sur des sujets. Ok. Une sorte de Facebook un peu de politique. C'était un peu ça, via une application. Et en vrai, on avait pas mal. On avait eu 10 000 téléchargements, alors que le truc, ça ressemblait à rien. Enfin, c'était une catastrophe. Et en fait, c'est à partir de janvier 2019 qu'on s'est développé sur YouTube. Et donc, si je devais refaire quelque chose, ça, typiquement, c'est du temps pas perdu, parce que ça nous a aidé à nous construire. On faisait nos études encore à côté. Enfin, c'était le début. Donc, je referais rien, parce que ça nous a amené là où on en est aujourd'hui. Donc je ne changerais rien. Mais si je pouvais changer quelque chose, ce serait ça.
Et aussi le fait de peut-être nous lancer encore plus tôt sur les réseaux sociaux que ce qu'on a fait. On l'a fait très tôt, mais en fait, je l'aurais fait encore plus tôt. Vous parlez de politique, c'est pas facile d'aborder la politique, il faut le maîtriser, il y a des débats un peu houleux et il y a des débats qui sont contradictoires. Donc on va être un peu clivant en gauche-droite. Comment vous arrivez, comment tu arrives, comment l'équipe arrive à rechercher des personnes qui peuvent être à la fois de droite et de gauche ou de négatif, positif, pour et contre, et d'être neutre dans votre média? Parce que des personnes peuvent vous attribuer en disant « Ah oui, mais ils invitent beaucoup de personnes de l'extrême droite, donc ils sont plutôt de droite. » On va pas citer des noms dans la télé, mais à force d'interviewer des personnes ou de parler de sujets, tu peux te coller l'étiquette. Donc comment vous arrivez à le faire de votre côté? En fait, on reçoit autant de gens de gauche que de gens de droite, que de gens d'extrême droite que d'extrême gauche. Et quand on reçoit quelqu'un qui a mettons, ce n'est pas un débat, mais c'est au travers d'une interview, d'un format sur les réseaux sociaux qui donne un avis très tranché sur un sujet clivant, on reçoit toujours la personne qui va penser l'opposé et le sortir à 1 ou 2 ou une semaine d'écart. Et en fait, c'est juste que les gens n'ont pas c'est vraiment cette honnêteté intellectuelle d'aller vérifier. Les gens, dès qu'ils ont un truc, ils réagissent toujours à la chose, surtout sur les réseaux sociaux, et ne font pas l'effort d'aller vérifier avant de critiquer. Et donc, ça nous arrive en vrai de moins en moins. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'on recevait tout le monde. Au début, les gens de droite pensaient qu'on était de gauche, les gens de gauche pensaient qu'on était de droite. Déjà là, c'était un très bon début pour nous. Aujourd'hui, même des gens de gauche comprennent qu'on franchement... Peut-être que le mot neutre ne peut ne pas plaire, parce que pour des gens, recevoir l'extrême droite, tu n'es pas neutre. Pour des gens, recevoir l'extrême gauche, tu n'es pas neutre. Ouais. Donc peut-être qu'on dirait le mot transpartisan. Libéral, même pas transpartisan, c'est le meilleur terme. Après, c'est vraiment les gens qui sont profondément malhonnêtes intellectuellement, qui veulent te coller une étiquette par jalousie, par frustration, parce qu'ils ont reçu quelqu'un qu'ils détestaient et donc ils veulent absolument être énervés. Les gens vraiment objectifs reconnaissent qu'on ne sert aucun agenda politique. En plus, même nous, en tant que fondateurs, on est 4 fondateurs avec des idées politiques profondément différentes. Parfois entre nous d'ailleurs, parfois ça se crée des petits débats un peu houleux, on s'énerve un peu, mais même en tant que fondateur, on n'est même pas d'accord. Donc on ne pourrait même pas orienter le média, même si on voulait l'orienter. Déjà ça, c'est aussi un vrai gage d'honnêteté de notre part, et c'est d'ailleurs notre force d'être associés, chacun avec des gens, on n'est profondément pas pareil. Et donc on s'apporte des choses différentes, mais aussi une manière de penser, des idéologies politiques différentes. Justement, comment vous choisissez les débats, les sujets, les invités? Est-ce que vous le choisissez en fonction un peu de l'actualité, du buzz, j'ai envie de dire, ou selon ce qui vous passionne? C'est important ce que tu dis, parce que on pourrait croire que vous êtes tous du même bord politique, la même région, la même ville, etc. Donc vous allez orienter. C'est important de le dire. Ouais, non, ça, pas du tout, non. En plus, on vient pas du tout tous de Paris, hein, mais non, pas du tout. Et comment on fait? Alors, au début, on était tous les 4. On réfléchissait à des idées de sujets, des idées d'invités. Au début, c'était beaucoup moi qui les contactais, un peu Jules, c'était notre rôle au tout début du Crayon. Après, on a chacun évolué sur d'autres sujets, parce que maintenant, il y a des agences, t'as tout le groupe, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est Antonin qui gère le média. Donc, c'est Antonin qui a cette capacité de réflexion, d'analyse, qui est appuyée par sa bras droit, Mathilde, notre chef de prod, qui en plus, elle ne pense pas comme Antonin, donc c'est parfait, pour réfléchir soit à un sujet intéressant, qui n'est pas du tout forcément lié à l'actualité. Nous, on est beaucoup plus sur de l'actu froide que de l'actu chaude. C'est-à-dire que tu regardes l'émission maintenant ou dans 6 mois, c'est toujours intéressant de la regarder. Et on fait des débats ou des émissions de fond. C'est-à-dire que vraiment, les gens peuvent aller en profondeur de leur sujet parce que ça permet aux gens qui nous regardent de profondément apprendre quelque chose via l'émission. En tout cas, de se poser la question de ok, c'est intéressant, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est intéressant. Et c'est ça le but au Crayon, c'est de susciter la réflexion. Et surtout de réunir les gens, parce qu'on estime que la manière la plus saine dans une démocratie, de faire en sorte que les gens puissent se parler et de les réunir, c'est au travers du débat. Et en fait, donc, soit on a une émission, un sujet intéressant et on pense aux meilleurs leaders d'opinion pour parler sur ce sujet, soit on veut absolument recevoir quelqu'un qu'on trouve très pertinent et on trouve un sujet sur ça. Oui, parce que le fait de prendre des sujets d'actualité, c'est que ça peut vite être déprécié, un peu pourrir, on va dire, dans un coin, et si on revient, c'est un peu du contenu acheté. Oui, ça qui est dommage. C'est pas notre force, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont être plus rapides que nous sur l'actualité, toujours avoir des gens qui vont être meilleurs que nous là-dessus. Par contre, le créneau sur lequel on est, personne ne le fait, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne le fera aussi bien que nous. Média politique pour les jeunes, donc les vieux, alors je vais dire vieux, plus de 25 ans. Aujourd'hui, on n'est plus trop politique. Hein. À l'époque, on était très politique, aujourd'hui, on est vraiment devenu société. Ouais. Comme les sociétés, tu as politique, économie et culture dedans. Ouais. C'est important de la précision, parce qu'au début, on était très politique. Aujourd'hui, on s'est vraiment rallongé sur le côté société.
Ce qui est important, c'est du coup assez différent. Oui, parce qu'on a d'autres noms dans la même thématique que le crayon, le pinceau, le surligneur. Tu peux en parler rapidement. Oui, alors le Surligneur, c'est notre agence de développement du personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Donc développer leur image personnelle sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, ou les mettre en avant dans la presse. Et ça, on ne fait pas ça. Les réseaux sociaux, par exemple, on le fait pour tout type de clients, n'importe quelle thématique. Les médias, il y a des thématiques qu'on ne fait plus parce que ça ne plaît pas forcément aux médias. Donc ça, on choisit vraiment bien avec qui on travaille là-dessus. Et ça, c'est moi qui gère cette agence-là. Et on a une autre agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. Et là, on travaille plutôt avec des grosses boîtes, du Lazare, BNP, etc. Et là, c'est vraiment des services à la carte en fonction de leurs besoins, mais toujours liés au secteur de l'influence avec des leaders d'opinion et la compréhension de notre génération, les réseaux sociaux, la medical flow et puis l'intelligence économique. C'était un souhait dès le départ d'évoluer de cette manière-là ou c'est venu avec le hasard de la vie? Ça s'est complètement venu avec le hasard de la vie, comme tout ce qu'on a construit d'ailleurs. Rien n'a jamais été calculé d'avance, on n'avait jamais fait de BP, jamais fait de prévision, rien du tout. Tout est arrivé par la force des choses et la vie en fait. La vie est bien faite, donc fallait que ça arrive. J'aime bien citer des proches, peut-être que tu connaissais. Il dit « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Donc moi j'ai envie de dire, est-ce que tu penses qu'on peut débattre de tout, mais pas avec n'importe qui? Si on peut débattre de tout avec n'importe qui, on peut. C'est le concept justement. Sinon, dans ce cas-là, tu renfermes des gens dans leurs propres bulles idéologiques et en fait, ils ne s'en sortent jamais et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui fait que tu as des gens à la fin qui ne se parlent même plus. Alors qu'en fait, ils auraient beaucoup de points communs. C'est pas parce que tu ne penses pas la même chose que quelqu'un, que tu n'es pas d'accord sur des idées, que tu ne peux pas être en accord ou même apprécier la personne. J'ai beaucoup d'amis qui ont des idées, mais à l'opposé de moi sur plein de sujets. Et c'est pas pour ça que je les adore. J'ai même des associés que j'adore, qui sont comme ma famille. On n'est pas d'accord sur tellement de sujets et je les aime plus que tout. Donc pour moi, il faut pouvoir débattre de tout avec n'importe qui, tant que c'est légalement accepté. C'est-à-dire que tu vas pas débattre avec un Hitler. Oui. Parce que, voilà. Et en fait, tant que la personne n'a rien fait d'illégal et qu'elle est en liberté, tu peux débattre avec elle. En fait, tant que c'est autorisé par le ministre de l'Intérieur, si je vais jusqu'au bout de la pensée. Mais après, dans ce cas-là, tu peux débattre avec n'importe qui, ouais. Oui, ça permet justement d'ouvrir le débat, d'ouvrir l'esprit. Parce que des fois, on la reste réunion aussi. Ouais. De réunir. Donc, en fin de compte, le média, mais tout ce que vous faites, réunit tout bord politique, bien sûr, mais toute classe sociale, toute idée. On peut même aller bifurquer sur le féminisme, sur plein de sujets qui sont un peu tendance, sur l'entrepreneuriat, ça va extrêmement large. Du coup, si vous ouvrez de manière très large, j'ai envie de dire, vous allez tout aborder dans les prochaines années. C'est quoi un peu votre projection, votre vision? Avec le média ? Oui. C'est compliqué de autant parler pour l'avenir parce qu'en fait, dans 6 mois, on aura peut-être des formats améliorés, peut-être un peu différents de ceux qu'on fait déjà. Donc c'est très difficile de s'appuyer sur qu'est-ce qu'on fera plus tard. En revanche, ce qui est sûr, c'est que notre pas de déontologie, mais notre volonté de valeur, de collectif, de réunion, de recevoir tout le monde et de parler à tout le monde, ça ne changera jamais. Qu'importe la manière avec laquelle on le fait, le fond ne changera pas. Comment on peut réussir un média aujourd'hui? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner si des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes voudraient en lancer un sur le web, par exemple? Ce serait de choisir une thématique qui est pour moi sous-exploitée en termes de notoriété, c'est-à-dire que tu parles d'un sujet qui est tellement important pour les gens et il n'y a pas encore de vrais médias positionnés dessus. Tu as plein d'exemples, le climat, la tech, les RH, la santé, tu en as plein. Tu n'as aucun média vraiment leader dessus, ou très peu. Et ensuite, de choisir le meilleur canal de distribution pour ce média. Est-ce que ça va être Instagram et TikTok? Est-ce que ce serait sur LinkedIn? Est-ce que ce serait sur Twitter? Est-ce que ce serait sur YouTube? Est-ce que ce serait sur tous en même temps? Sachant que d'être sur tous en même temps, comme ce n'est pas les mêmes formats qui marchent sur chaque réseau social, ça prend beaucoup plus de temps. Mais de commencer par... Moi, je commencerais par un seul réseau social. En fonction du média que tu fais, si tu fais un média RH, je te dirais peut-être plus sur LinkedIn. Tu fais n'importe quel autre média, climat, santé, tu peux être sur Insta, TikTok en même temps. YouTube, si tu veux faire des vidéos plus longues. Mais il ne faut pas chercher en fait à être trop vite, trop multi-plateforme, parce que c'est un truc qui peut vite te perdre, parce que tu peux vite fatiguer, parce que tu ne vois pas les résultats tout de suite. C'est le problème de maintenant, avec un recul de plus de 10 ans, c'est que des fois on peut être noyé dans la bonne stratégie utilisée sur le web. On a trop d'outils, on a trop d'images, d'inspirations qui peuvent nous inspirer et nous motiver. Tu as commencé jeune quand même l'entrepreneuriat.
Si un jeune devant toi, voilà, de 18 ans, disait bah, moi je veux être entrepreneur, mais je sais pas par où commencer, j'ai pas l'argent pour, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les grands groupes qui peuvent me soutenir, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais que j'ai commencé un peu comme lui. Nous, à la base, on est complètement autofinancé. On a levé des fonds récemment pour acheter une boîte, mais à la base, on est complètement autofinancé. Je lui dirais juste de penser vraiment à la thématique qu'il veut faire et où il veut la faire, à qui tu t'adresses, pourquoi tu veux le faire, et qu'est-ce que le toi d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans aurait aimé entendre sur le sujet. Et ensuite, tu commences comme tout le monde avec ton téléphone, enfin ce que tu as sous la main. Tu bricoles en fait. Tu bricoles jusqu'au moment où ça commence un peu à mieux marcher, tu comprends ce qui marche pas, tu testes le culot, les conseils, et puis après tu commences à innover un peu plus. Mais à la base, tout le monde commence un peu pareil, je pense, là-dessus. Oui, peut-être s'écouter aussi sur sa passion, sur ce qui motive. Tu sais, des fois, on peut faire des grandes choses avec pas grand-chose Ouais, comme fond, comme matériel, comme argent, peu importe le mot, en fin de compte. J'ai revu dernièrement un documentaire de David Guetta qui mixait dans le garage de son père. Et tu te dis, regarde maintenant où il est. Alors bien sûr, il a travaillé, hein. C'est comme beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui réussissent, beaucoup d'investisseurs te diront la même chose. Dans tout ouais, ça, il y a quand même ton bien-être, ta santé, ton confort de vie. ouais. Comment Sixtine, elle fait pour assurer ce quotidien d'entrepreneuse, serial entrepreneur, j'ai envie de dire? J'essaie d'avoir la vie la plus saine possible. Je dors beaucoup. Mm. J'ai besoin de dormir beaucoup, au moins 9 heures, 8, 9 heures par nuit. Et je fais beaucoup de sport. Je fais au minimum 3 fois par semaine du sport, muscu et un peu de cardio. Et je me nourris sainement. J'adore pas l'alcool, donc je bois pas tant que ça. Même les week-ends, je me mets jamais de cuite. Genre, la dernière cuite, je pourrais même pas te dire à quand elle a remonté. Et donc en fait, comme j'ai une vie saine et que je suis encore jeune, ça me permet de tenir. Oui, je suis très fatiguée. Et là, tout à l'heure, tu disais, t'as pas des semaines de 35 heures. J'ai commencé à bailler en mode, ouais, effectivement, non. Parce que là, je suis très fatiguée en ce moment. Et le problème, c'est que quand c'est ta boîte, tu penses pas à couper parce que déjà, tu sais que quand tu coupes et que les autres coupent pas en même temps que toi, en fait, tu vas revenir, tu vas avoir encore plus de travail à faire. Donc en fait, t'as pas envie de couper. Et surtout, t'aimes tellement tes semaines que t'as pas envie de couper en fait. Et là, au bout d'un moment, c'est quand ton corps te dit stop. Et là, je suis crevée. J'ai eu un vrai coup de mou début novembre, mi-novembre. Mais crevée, tout le monde l'a un peu eu. Le froid qui arrive, etc. Et j'étais mais épuisée. Ça allait un peu mieux parce que le travail s'est très bien passé récemment. Donc ça m'a redonné un coup de boost. Mais là, j'ai hâte d'être en congé parce que je suis bien fatiguée. Ouais. Si tu n'avais pas créé le média, en tout cas le crayon avec ton frère, avec les deux autres associés, est-ce que tu aurais été salarié ou c'est toujours l'entrepreneuriat qui t'aurait passionné? J'aurais été salariée. Ouais. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais pas du tout prévue. C'est pas prévu que je fasse de l'entrepreneuriat. Moi, dans ma tête, c'était même pas un truc envisageable. C'était pour moi la normalité, c'est que j'allais être salariée et que j'allais gravir les échelons et essayer d'avoir le job le plus haut possible. Je n'aurais jamais pensé faire l'entrepreneuriat. J'ai des parents plutôt assez tradis, assez très très pro-études, qui ont très bien réussi en bossant comme des fous dans le système du salariat. Mon père, à la fin, a fait un peu d'entrepreneuriat dans la finance en montant une boîte, mais à la base, c'est des vrais salariés. Donc moi, c'était évident que je fasse ça. Il fallait que je devais faire des grandes études, je devais commencer en bas de l'échelle et gravir les échelons. C'était pas prévu que j'ai un raccourci comme ça. Ouais. Comment réussir sur le web les bons conseils des réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut poster souvent? Est-ce qu'il faut avoir un réseau social favori ou plusieurs, démultipliés? Euh, c'est quoi la bonne astuce? Je pense qu'il n'y en a pas une seule, mais Sixtine nous dirait quoi? Évidemment, la régularité est hyper importante. Ça, c'est clair et net. C'est de bien comprendre que chaque réseau social a son format qui marche. Ce n'est pas le même sur chaque réseau social. Donc c'est le même entre, par exemple, Instagram et TikTok, mais c'est pas le même entre LinkedIn, Instagram ou TikTok. Et ensuite, d'apporter du contenu qui donne vraiment une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu apprends profondément quelque chose en regardant la vidéo. En tout cas, ça te suscite énormément une émotion. Faire une vidéo pour faire une vidéo, écrire un post pour écrire un post, ça ne sert à rien et c'est normal s'il ne marche pas. Et d'avoir une phrase d'accroche, évidemment, qui est irrésistible, qui donne très envie de continuer à lire le contenu ou à le regarder. Ça, c'est très LinkedIn, mais après, pour d'autres réseaux sociaux, Ah non, ça marche c'est aussi. exactement pareil. Ouais, c'est pareil. Ah, c'est exactement pareil. Et la fréquence, bah, j'ai envie de dire quand faire un Tu post pour postes, faire un c'est- post, ça sert à rien. Non. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus sur la qualité que la quantité, ça on est bien d'accord. En revanche, et pour LinkedIn, ça marche très bien. Tu vois, je poste que 3 fois par semaine depuis 1 an. J'ai une énorme croissance qui est bien la preuve que tu n'as pas besoin de poster tous les jours parce que quand du contenu est quali, ça vaut mieux. En revanche, pour Instagram et TikTok, il faut les deux. Il faut poster souvent et du contenu quali. Instagram, je poste tous les jours. Ouais.
Et c'est comme ça que j'avais à un moment pété. J'avais fait j'ai explosé très vite sur Insta. Pendant 1 an, j'ai arrêté. Parce que, enfin, je publiais une fois de temps en temps par-ci par-là, mais c'était vraiment, je savais très bien que je grossirais pas comme ça. Parce que je m'étais mise à fond sur LinkedIn. J'ai repris là depuis mi-octobre sur Insta. J'ai gagné 165 000 abonnés depuis mi-octobre. Parce qu'en fait, j'ai repris à republier tous les jours du contenu quali. Et en fait, t'as pas le choix, faut le faire tous les jours. Ou au moins 5 fois par semaine. Donc, trouver la propre stratégie qui nous convient, enfin qui convient à l'entrepreneur pour le produit, pour la start-up, pour l'entreprise. Ça devient un petit peu énergivore, hein, tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'il y a. On est une génération de décalage toutes les deux. Et c'est vrai que moi, j'étais pas baignée dedans quand je me suis lancée. Du coup, je vois avec un recul plus professionnel. Mais les jeunes générations, je dirais les 13, 14, 15 ans, sont vraiment dedans et peuvent être un petit peu perdus, voire même s'intoxiquer de ça. À ces jeunes-là, tu leur dirais quoi avec ton recul justement de chef d'entreprise ? C'est compliqué. Les réseaux sociaux, ça peut être très nocif, mais ça peut apporter beaucoup de choses aussi. Il faut juste décider de qui tu suis dessus. Et en fait, moi, je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux en tant que consommatrice. Je ne regarde très peu le contenu des gens, parce que déjà, j'ai vraiment pas le temps moi-même de poster mon propre contenu, donc j'ai pas le temps de regarder ceux des autres. Mais si je postais pas et je faisais que de regarder le contenu des autres, il faut regarder les gens qui t'apportent vraiment des choses où ça te fait plaisir de les regarder. Ça peut être du divertissement, c'est pas grave. Mais il faut aussi avoir de conscience que tu peux aussi suivre des gens qui t'apportent des choses intéressantes. Sur LinkedIn, t'en as plein. T'as des Benoît Dubos, des Thibault Louis, des Toinon Georget, des Maud Alavès. Sur Insta, t'as des Bastien Pellissier, t'as des Alexandre Lin. T'en as plein de gens qui t'apportent des choses intéressantes sur des thématiques précises et ça t'aide à découvrir et surtout ils le vulgarisent en 1 minute, 1 minute 30 de vidéo des sujets. Donc c'est génial, t'apprends tellement peu de choses, enfin t'apprends plein de choses en passant pas énormément de temps dessus. Et t'as pas besoin de suivre tout le temps des trucs de lifestyle, télé-réalité, tu peux le faire aussi, mais en fait faut pas se laisser bouffer par ça parce que forcément l'algorithme comprend vite ce que t'aimes et te met continuellement en avant. Et en fait parfois tu te rends compte que t'as passé 2 heures sur Insta ou sur TikTok sans même t'en rendre compte et t'as perdu 2 heures. Et c'est pas grave, mais il faut être lucide. En fait, c'est un truc que je dis très souvent autour de moi, c'est tu peux faire ce que tu veux dans la vie, même des choses profondément bêtes, tant que tu es lucide sur la chose débile que tu es en train de faire. Tant que tu as conscience de à quel point si tu fais un truc complètement crétin, ça me dérangera beaucoup moins que si tu fais un truc un peu moins crétin mais que tu n'en as pas conscience. Et c'est d'ailleurs pour moi l'une des plus belles preuves de l'intelligence, vraiment intelligence, hein, pas intelligence émotionnelle, vraiment de l'intelligence de manière générale, chez les gens, c'est la lucidité. Et la lucidité te fait avoir toutes les autres choses derrière qui sont reliées à l'intelligence. Tu peux t'adapter à n'importe quelle situation, tu comprends les choses, tu as des réflexions, etc. Mais c'est vraiment la lucidité. Et donc quelqu'un qui me dit oui mais je passe 5 heures par jour sur Insta, j'en ai bien conscience que c'est débile mais je fais ça parce que en ce moment j'en ai besoin, ça me procure vachement de bien, j'adore ça et je l'assume et je sais que c'est complètement crétin, que c'est pas bon pour moi mais je le fais quand même et je vais arrêter mais c'est une période. Ça me dérange beaucoup moins que le mec qui passe 2 heures sans même se rendre compte qu'il le fait, quoi. Tu penses que la société est lucide ou pas ? Est-ce que Non. les gens... Non. La société, les sociétés de manière générale, t'as quelques bergers et les moutons. Et c'est pas grave, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il y a des gens qui préfèrent être des bergers, des gens qui préfèrent être des moutons. Et franchement, c'est pas du tout péjoratif dans ma phrase. Ça dépend des caractères des gens. C'est comme t'as des leaders et des suiveurs, c'est le même concept. Juste, donc forcément, quand t'as quelque chose qui te rend autant accro, qui t'apporte autant de dopamine que les réseaux sociaux, et que tout le monde fait, tu veux pas être le petit outsider à ne pas être dedans. Donc tu ne vas pas t'empêcher de le faire. Et tu as peu de gens qui auraient cette force de caractère de dire bah non, moi je veux pas être dedans et je vais pas le faire juste pour être comme les autres. Je le fais parce que j'aime ça ou je le fais pas parce que j'aime pas ça. Et après, t'as des gens qui font un peu différemment. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la société qui en fait fait en sorte que les gens sont pas lucides parce que t'as l'impression que t'as une vérité absolue et tout le monde doit la suivre. Et alors que la lucidité, c'est d'avoir conscience de ok, il y a une vérité absolue, mais est-ce qu'elle est bien ou pas bien par rapport à moi. Et tout le monde ne fonctionne pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie, tout le monde n'a pas la même vie. Et donc, c'est compliqué d'appliquer une même logique à tout le monde. Il y a plein de personnes qui disent les réseaux sociaux, le web, c'est toxique, c'est dangereux. Moi, je l'utilise... peut-être que c'est ça. Mais... Je pense que... Pour toi, ça serait pas forcément toxique. C'est ça. Mais pour plein de gens, ça peut l'être. Et les gens qui veulent t'imposer leur truc parce que pour eux, ça l'est, c'est débile. Genre, ils sont pas lucides, justement. C'est plus ces gens-là. Ouais. Tu n'as pas encore d'enfant, aux dernières nouvelles ? Non. Si t'en avais et ta fille ou ton fils de 4-5 ans dirait voilà, je vais aller sur TikTok, etc., t'aurais quoi comme réaction ? Parce qu'en fait, bon, là on n'est pas dans le contexte, mais si tu te projettes, tu lui dirais quoi ?
Ah, ça, j'ai tellement C'est peur. dur. Ça, c'est un truc, Ah, j'ai tellement peur pour mes C'est enfants. souvent ça. C'est... Et je sais que j'ai 22 ans, donc je suis encore jeune, mais je suis déjà un peu prête à être mère de famille. J'ai déjà hâte d'être mère de famille. Pas maintenant parce que ce serait trop fatigant et je vais encore profiter un petit peu de ma jeunesse, mais c'est pas impossible que ouais, dans 4-5 ans, j'ai des enfants. Et c'est vrai que c'est un truc qui me fait très peur pour eux, baignant dans cet écosystème, cette créateur économie, dans cette économie d'Internet. J'ai peur pour mes enfants. J'espère pouvoir trouver des solutions d'ici là, ou qu'il y aura des solutions qui vont exister. Et encore, j'ai le temps, parce que moi, le problème arriverait plus dans 10-15 ans qu'il arriverait dans 5 ans, parce qu'ils ne vont pas avoir TikTok à 3 ans. Oui. Mais non, franchement, je leur donnerai pas accès à TikTok. Je leur expliquerai le concept des réseaux sociaux. Je n'aurais pas envie qu'ils aient accès à TikTok, parce que ça risque de les... Ça va pas les instruire, et je veux très envie qu'ils se divertissent, mais va te divertir en faisant du sport, va te divertir en voyant tes potes, même va te divertir en buvant de l'alcool si tu veux avec tes amis en soirée, va pas te divertir en regardant un truc débile sur TikTok. Regarde une vidéo débile, regarde un truc débile sur YouTube, une vidéo comique, ce qui tu veux débile, mais le concept de TikTok, de vraiment tu mets en avant du contenu qui je trouve est pas très élevé intellectuellement, et il y a des endroits, il y a des contenus qui sont très intéressants bien sûr. Mais l'algorithme n'est pas... Enfin, c'est parce que forcément, il est relié avec ce que tu regardes, et un enfant va pas avoir regardé un truc qui va le rendre profondément intelligent, parce qu'il ne le comprend même pas à son âge, qui est normal, on l'a tous fait passer par là. Et j'aurais pas envie, et je pense que parce que je suis dedans, je serais encore plus stricte avec mes enfants là-dessus, parce que j'aurais tellement peur. Je voudrais être sûre, en tout cas, qu'ils soient bien lucides avant de le consommer, justement, qu'ils aient bien conscience des choses pour pas qu'ils se fassent plus tard harceler, qu'ils se renferment sur eux, qu'ils deviennent agressifs. Je voudrais pas que les mauvais côtés des réseaux sociaux, ils retiennent que ça, parce qu'ils n'ont pas assez bien compris comment ça fonctionne. Donc d'abord, il y aura un vrai travail de leur faire comprendre. Et après, avec plaisir, je leur laisserai. Moi, je suis quelqu'un de très libéral, donc ils feront ce qu'ils veulent, bien sûr, de manière raisonnée. Hein. Mais je veux vraiment qu'ils aient conscience de tout avant de le faire. Peut-être qu'on regardera l'interview dans quelques temps. On se dira... Les enfants les regarderont plus tard. C'est ça. T'as vu ce qu'elle disait? Elle est pas très cool quand même. C'est trop bizarre de dire ça. Ça se trouve, j'aurai jamais d'enfants, j'espère. Mais... Ouais. Qu'est-ce qui te motive tous les matins? Qu'est-ce qui te fait te réveiller? C'est quoi qui te stimule dans la vie en général? De faire un métier que j'aime profondément. Mais un métier surtout qui apporte quelque chose, une mini-pierre à l'édifice de la société. C'est-à-dire que vraiment... Si je voulais faire que de l'argent pour faire de l'argent, j'aurais fait des formations, j'aurais monté une autre boîte. J'aurais pas forcément fait ça, même si ça en rapporte, c'est pas la question, mais c'est pas le premier truc auquel toi tu penses quand tu veux faire du business. Alors pourtant, je suis très très business. Mais c'est un métier qui me passionne, c'est une industrie qui me passionne, c'est une industrie de pouvoir, de visibilité, de réseau et de piliers, parce que c'est un pilier de la société, les médias. Et donc, je trouve ça profondément excitant de développer un média qui a pour but de construire des choses, de réunir la société. Donc, un média qui a des valeurs saines, en tout cas. On fait de notre mieux, mais qui a vraiment des objectifs sains. De construire ça pour notre génération, pour l'avenir, de proposer quelque chose de nouveau, de neuf. Ça me botte profondément. En plus de le faire avec des gens que j'aime, avec une équipe géniale, de pouvoir le faire comme je l'entends, parce que c'est ma boîte, de n'avoir personne qui me gère, de pouvoir aller travailler à l'heure que je veux, rentrer à l'heure que je veux, mais organiser mon agenda comme je le veux. Et c'est une liberté qui, en fait, est plus importante que tout le reste, et c'est ça qui fait que le matin, je suis profondément épanouie de me réveiller, d'aller bosser, que je ne suis pas déprimée quand je suis le dimanche soir, et je ne suis pas surexcitée quand je suis le vendredi soir. Tu laisses une trace, ça a un sens. Ouais. C'est ça qui est important. J'ai envie de marquer ma génération. Je sais que je suis très ambitieuse, j'ai toujours été, mais j'ai envie de vraiment apporter même un tout petit truc, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'essayer. Déjà aussi pour montrer l'exemple, montrer que c'est possible, même quand tu es très jeune et que tu es une femme, c'est pas un problème. Et c'est important. Tu as dit jeune et être une femme, parce que très souvent, alors les générations évoluent, on en parlait en off, hein, mais d'être une femme chef d'entreprise, c'est quand même plus compliqué sur plein de points. On n'a pas été habitué à ça. Hein. En général, les grands chefs d'entreprise sont plutôt masculins. Du coup, tu relèves le défi, tu montres aussi l'exemple dans cette société où les femmes chefs d'entreprise et les femmes qui sont dans une position haute sont un peu pointées du doigt comme féministes ou autres, alors qu'on n'est pas besoin d'être féministe pour dire je prends la parole et je suis en haut de la pyramide, si je peux dire. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Après, c'est un point sur lequel je reviens souvent. Ça n'a jamais été un problème, moi, que je sois une femme. On me l'a jamais reproché.
On me demande souvent, qu'est-ce que ça te fait? À chaque fois, je suis en mode, en fait... Ouais, j'entends tellement autour de moi que... Limite, je suis en mode, merde, en fait, j'ai une réponse. Même pas assez bien, quoi. Enfin, j'ai pas eu assez de merde là-dessus. Mais honnêtement, ça n'a rien changé. Je pense que ce qui m'a profondément aidée en étant une femme et d'avoir monté une entreprise, c'est quand vu que je suis exposée, tu te fais plus facilement remarquer parce que tu as moins de femmes qui osent prendre la parole en public, et à juste titre, par peur du syndrome de l'imposteur et peur d'être critiquée sur le physique. Et ça, c'est une réalité que les hommes ont moins, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est fait qu'il y a moins de femmes exposées. Donc forcément, quand tu t'exposes et que tu sais à peu près bien le faire, tu te fais remarquer plus vite. Mais donc, bon, pour moi, ça a le plus été un atout parce qu'aujourd'hui, justement, c'est une vraie force. Parce que je peux me faire remarquer plus facilement, parce que je peux me faire entendre plus facilement et donc aussi montrer l'exemple plus facilement et montrer que c'est possible. De ces clichés de t'es une femme, c'est plus dur, je suis sûre que c'est vrai. Pour plein de secteurs, j'en suis sûre que c'est vrai. Et ça l'était encore plus il y a 5-10 ans. Mais je trouve que ça a vachement évolué, c'est important de le dire aussi. Moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai beaucoup de femmes autour de moi, ça n'a jamais été un problème pour elles non plus. Et je pense que c'est parce que les mentalités ont vachement évolué aussi. Et c'est important de le reconnaître on est très fort pour tout le temps relever les problèmes, mais on a du mal à dire quand les choses ont évolué dans le bon sens. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Et puis, on n'est pas pareil, les femmes et les hommes. On a nos manières de fonctionner qui sont différentes. Et on a chacun nos forces. Et donc c'est bien qu'aujourd'hui les gens aient compris que les femmes ont autant de choses à apporter, des choses différentes que les hommes, et donc c'est devenu normal qu'il y ait des femmes chefs d'entreprise. Bah oui. Oui, puis voilà. S'il y a moins de monde, j'ai envie de dire, c'est comme dans certains secteurs, tout à l'heure t'en parlais, c'est que justement il y a de la place. Donc pour l'exemple de l'entrepreneur qui va se développer dans un secteur où il y a peu de monde, autant prendre la parole, mais c'est très culturel, mais c'est en train de bouger, je suis d'accord avec toi, c'est différent. Ta plus belle rencontre, ce serait quoi ? La personne qui m'est venue directement en tête, c'était Gad Elmaleh. Et je donnais une réponse via plutôt liée à un invité du média parce que j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs géniaux qui sont devenus des gens proches de moi, des amis auxquels je suis très attachée, où j'ai été très attachée. Donc là, j'en aurais trop à dire, mais c'est vraiment, en revanche, quelqu'un plus d'une personnalité. C'est Gad Elmaleh. Parce que c'est quelqu'un où j'ai profondément regardé énormément de ses films. J'admire beaucoup ce qu'il fait, il est très fort. Tous les personnages qu'il a joués sont géniaux. Et le jour où il est arrivé au Crillon pour l'interview, déjà c'est moi qui ai réussi à faire en sorte qu'il vienne, donc j'étais déjà très fière de ça. Il arrive pour l'interview, c'était il y a 1 an. J'étais dans nos autres bureaux, du coup, parce que là on a studio dans nos autres bureaux, et dans le salon, et la porte d'entrée, d'abord, t'as un tout petit mini couloir de genre 5 mètres. Et j'entendais sa voix, et j'ai eu l'impression qu'il y avait un film de Gad Elmaleh qui tournait en fond. Et moi, je suis pas du tout le genre de fille à être fan des artistes, des comédiens, des réalisateurs, pas du tout. Moi, juste, je respecte beaucoup. Je trouve ça trop cool et c'est génial, mais je vais pas être là la fan, pas du tout. Et là, j'avoue que ça m'a fait un effet vraiment particulier. Il arrive, très sympa, il fait une petite blague. C'était vraiment hyper famille. Il fait l'interview, etc. Et après, on lui a proposé parce qu'il était en pleine projection de son film sur les religions. Et il faisait de temps en temps dans des salles à Paris, dans des cinémas, dès qu'il y avait des avant-premières, et il allait parfois à la fin répondre aux questions du public. Et là, on lui a proposé d'en organiser une avec lui. Donc on a fait ça dans un cinéma à Montparnasse, à Paris. Et c'est moi qui suis montée sur scène avec lui après le film, à gérer le poser des questions. J'étais sur scène avec lui, et c'était un moment que j'oublierai jamais. C'était tellement fort t'as Gad Elmaleh à côté de toi qui dit bah alors Sixtine il te taquine en public devant tout le monde, il dit vous connaissez pas le crayon, mais qui connaît le crayon, il voit plein de gens qui est là, il fait ah bah c'est bien, moi je connaissais pas le crayon avant, et là t'es en mode mais t'es dans une autre réalité. C'était un moment qui était tellement fort, je l'oublierai jamais, et c'était quelqu'un qui était profondément sympa, il adore les jeunes, il est dynamique, et quoi qu'on dise, de toute façon il y a toujours des gens qui critiquent, il y aura toujours des choses à dire sur les gens qui sont connus parce que personne n'est parfait et c'est facile de critiquer les gens, mais lui il y a quand même un gros respect. Il y en a plein d'autres géniaux que j'ai rencontrés, mais lui, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'était quand ça ? C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Pile. J'allais te parler de la rencontre la plus bouleversante, mais ça pourrait être aussi la plus bouleversante. Donc du coup, si tu avais une autre belle rencontre, mais ça peut être bouleversante dans le sens aussi choc émotionnel. Hein. Alors, j'en ai une négative et une positive. Allez, je prends. Négative, c'était avec une femme qui s'appelle, parce que je n'ai toujours pas décédée d'ailleurs, tant mieux, c'est pas le but, mais qui s'appelle Solveig Gallouin, qui est une femme qui est une antispéciste. Ouais. Et donc, c'est qu'elle considère que la vie d'une mouche, d'un être humain ou d'une vache a la même valeur. Et je l'avais reçue au Crillon, et elle avait fait pas mal le buzz à l'époque en TPMP parce qu'elle criait dès qu'elle pouvait crier.
en disant que les vaches étaient nos sœurs, etc. Enfin, Ça me assez dit. spé. On l'avait reçue au crayon et nous, justement, on voulait faire la première interview d'elle où elle ne pouvait pas crier parce que c'est moi qui l'interviewais. J'aurais tout fait en sorte pour qu'elle ne crie pas. Donc, comme ça, si elle se mettait à crier, c'est vraiment elle qui montrait qu'elle était folle et il n'y avait pas, pas de raison qu'elle crie. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était il y a 2 ans même. C'était hyper longtemps. Et elle arrive. Enfin, c'était what the fuck, genre, elle arrive et au début, j'étais prête, j'avais tellement bien préparé le truc. Et en fait, Antonin me dit 5 minutes avant, essaie de faire en sorte qu'elle ne crie pas. Et donc, en fait, sois méga douce. Challenge, quoi. Et quand justement, il fallait pas que oui, donc c'est un challenge pour moi, mais Ouais. du coup, je ne devais pas la challenger. Ouais, c'est ça. Donc, elle arrive, et, donc, et moi, tu regardes l'interview, je lui parle et je lui pose des questions comme si j'étais un enfant de 5 ans. Pour vraiment être la manière la plus douce et innocente possible pour qu'elle puisse ne pas crier, qu'elle se calme. Et en fait, elle essayait de me taquer pour que je réponde et qu'elle puisse crier en mode, mais vous êtes un monstre, mademoiselle. Alors, je pose des questions, mais hyper faciles et un peu naïves, exprès. Et donc, c'était un moment où j'étais tendue, ça m'a bien forgé parce que t'as quelqu'un qui te hurle dessus pendant 1 heure. Et donc ça, c'était un peu intense négativement. Enfin, pas négativement, parce que je l'ai pas mal vécu, mais juste c'était intense et c'est pas un bon souvenir. Un bon souvenir qui m'avait marqué, c'est quand on est descendu à Montpellier voir Rémi Gaillard, avec qui aujourd'hui on s'entend très bien, on se prend des nouvelles très souvent et j'apprécie beaucoup ce mec. C'est quelqu'un où je consomme peu YouTube, contrairement à mes associés. Et moi, quand je consomme YouTube, c'est pour regarder des caméras cachées ou des humoristes. Donc des Greg Guillotin, David Castillo-Lopez, Rémi Gaillard. Et avec notre famille, mon père et mes frères, Rémi Gaillard, c'était le mec trop fort pour les pranks, quand il te crie « je suis le patron et je vous emmerde », quand il va défoncer un magasin de fête parce qu'il faut faire la fête, et des trucs, mais tu te dis comment le mec a le culot de faire ça, que c'est tellement génial. C'est tellement fort. Avec mes frères et moi, on était en admiration pour ce qu'il a réussi à faire. Et à un moment, il m'ajoute sur Insta. Alors moi, je bug complet, je vois Rémi Gaillard qui m'ajoute sur Insta. C'était il y a 1 an, donc j'avais déjà plus de 100 000 abonnés. Et j'étais en mode, waouh, incroyable et tout, qui était lié à un déjeuner avec... j'avais déjeuné avec Delphine Vespizer, donc une ancienne Miss France, il la suivait. Et comme j'ai déjeuné avec elle, on a mis des stories, donc il a commencé à me suivre. Et à l'époque, on avait un peu échangé, et j'avais réussi à négocier l'interview. Clairement, il fait jamais d'interview, aucune interview, même TF1, il dit non, il fait rien. Et je lui avais donné des petits conseils, un peu psycho, amour, etc. Et en échange, il était OK pour faire une interview. On est descendu à Montpellier avec Antonin, on a fait l'interview, on s'est trop bien entendu avec lui, il est trop sympa, il est très simple, très facile, un peu foufou, mais moi j'adore. Et après, on est reparti, on a resté très bon contact. Je descends à Montpellier la semaine prochaine, je vais essayer de le voir. Donc c'était un mec qui, même humainement, après, on s'est pas juste en bonjour, au revoir et ciao, on est resté en contact, on a pris des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément touchée parce qu'il est comme dans ses vidéos. C'est pas du tout un personnage ou un rôle qu'il se donne. Et il est profondément gentil, bienveillant et complètement fou. Et j'adore, mais fou dans le bon sens du terme. Oui, c'est une gentille folie. Ouais. Et ça, c'était parmi des belles rencontres. Après, c'est comme on dit, l'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise rencontre, tout te forge. Bon, après, des fois, on évite d'avoir des rencontres un peu particulières. On est en plein dans l'actualité avec TPMP, Hanouna, forcément. Tu en as parlé dans BFM. Qu'est-ce qui deviendrait si on parle d'Hanouna et qu'est-ce qui deviendrait si on parle d'Élise Lucet? Hanouna, premier truc à dire, d'un vrai point de vue objectif, grand respect pour ce qu'il a réussi à faire. Que l'on aime ou pas, que ce soit qu'on aime ou pas l'émission ou le personnage, c'est très fort. Il fait entre 1 et 2 millions de vues par émission, en direct. Économiquement, ça marche très bien, c'est très rentable. Il arrive à avoir qui il veut comme invité quasiment. Il n'y a rien à dire. Le problème avec TPMP, c'est que si ça avait été une émission de divertissement, ça n'aurait posé de problème à personne. Et je l'avais dit dans... C'est pour ça que je vois ta tête. Oui, oui. Je l'ai déjà dit, c'est vrai, mais du coup je le redis. Je l'ai dit sur une émission de BFM Business la semaine dernière. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que une émission de divertissement, la télé-réalité ou même le cinéma, c'est truqué. Et c'est accepté que c'est truqué, c'est même normal que ce soit truqué. Parce que ça a pour but de divertir les gens. Le problème de TPMP, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un média parce qu'ils ont commencé depuis les Gilets jaunes à recevoir beaucoup de politique, à traiter de sujets très politiques. Donc, ils sont considérés comme un média et donc ils sont considérés comme une chaîne d'infos crédible pour des centaines de milliers de Français, voire millions de Français. Et c'est là où c'est un problème. C'est que du coup, quand tu truques l'information
quand tu as des menaces envers tes chroniqueurs pour qu'ils te prennent des points de vue sur certaines idées, alors que c'est pas forcément ce qu'ils pensent, quand tu orientes les idées et les sujets, là c'est un problème quand tu es un média, alors que si tu étais une chaîne de divertissement, ça aurait été moins un problème. Parce que du coup, tout ce que tu dis, on l'aurait pris plus pour du divertissement que pour un fait réel. Là, tout ce qu'il dit, il y a des millions de Français. En plus, la cible qui touche est une cible quand même assez populaire, qui veut se divertir, et c'est très bien, mais qui du coup aussi n'ont pas toujours la capacité d'avoir toutes les informations, et qui du coup peut croire tout ce qui se passe sur le plateau. Il y en a certains qui ne regardent même plus les JT. Non, bien sûr. Ils regardent ça parce qu'ils pensent que l'actualité, c'est ça. Voilà. Et là, c'est un problème. Et là, moi, ça me pose problème. Ayant fondé un média, c'est un problème. Je ne trouve ça pas normal, surtout de faire des menaces et de pousser les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas, de trafiquer des choses. Ça, c'est, pour moi, c'est même parfois même jusqu'à être illégal. Mais ça, c'est pas mon job de m'occuper de ça. Moi, mon avis, c'est que c'est très fort. Il n'y a rien à lui dire. Ce qu'il a fait est excellent. Par contre, aujourd'hui, il a cette casquette de média, alors que lui-même n'est pas journaliste et que ses chroniqueurs ne sont même pas des experts sur le sujet. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, un truc qui m'énerve quand même un peu, c'est qu'il est quand même très vulgaire. Et oui, la France, c'est ça aussi, c'est vrai. Moi, je suis parfois très vulgaire. Parfois, je parle comme un garçon manqué. J'ai des frères, c'est normal. On n'est pas tous parfaits, très clairement. Mais constamment comme ça, au bout d'un moment, c'est fatigant. Et quand tu as des jeunes gens qui te regardent, tu vois quelqu'un qui les respecte, qui les admire comme Hanouna, qui même ils idéalisent la personne, vous le voir parler comme ça, aussi peu respecter même parfois les gens à l'antenne et dire t'es ta gueule à des invités, même des invités qui peut-être même que les invités le méritent, mais il n'y a pas de débat. Mais il y a une manière de faire les choses. Et c'est pas comme ça qu'on fera avancer les idées, ni même la réunion quand on parle et qu'on respecte aussi peu les gens. Donc bravo, mais il y a beaucoup de choses à améliorer et à revoir et sur lesquelles il faut faire attention. Je te parlais des UC parce qu'il y a eu complément d'enquête. Ouais, bien sûr. Elle est assez clivante. Il y en a, c'est soit on l'aime, soit on la déteste. Je ne sais pas si elle est déjà venue, si tu l'as rencontrée, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Du complément d'enquête ? Non, enfin, de son émission, de la manière d'interviewer, parce que vous faites du journalisme, elle fait plus de l'investigation que vous. Est-ce que toi, tu as un avis sur Cache Investigation ou ses reportages sur Envoyé spécial ? Est-ce que tu penses qu'il y a des fausses notes de parcours ? Bah, c'est pas mon métier, donc c'est difficile de donner un avis objectif. Non, en fait, leur problème, c'est que justement, comme ils sont vraiment journalistes, ils vérifient toutes les infos. Donc en fait, c'est ça d'ailleurs qui a fait que l'émission, moi, ne m'a rien appris, rien ne m'a étonné. J'étais déjà un peu au courant de beaucoup de choses par le biais de l'actualité et de ce que tu peux te douter d'Hanouna. Mais en revanche, comme ce sont des journalistes, ils ont vraiment vérifié toutes les infos. Donc c'est-à-dire que c'est même pour ça qu'il n'y a pas eu des dingueries qui sont sorties, parce que je pense qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais réussi à prouver. Il y a tellement de choses qu'on a entendues sur Hanouna. À un moment, il aurait mis son sexe sur la tête de quelqu'un en loge, je sais pas quoi, que le fait qu'il prenne énormément de drogue dure. C'est plein de rumeurs qui sortent sur ça, et plein d'autres choses. Et ça, ils nous en ont même pas parlé. Mais parce que je pense pas parce qu'ils n'avaient pas eu vent de ces rumeurs, ou parce que c'est vrai, ou parce que c'est faux, j'en sais rien. Mais parce qu'à prouver, ils ont sûrement pas réussi à prouver. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je sais pas. C'est pas mon job. Mais ça veut surtout dire qu'ils ont, en fait, mettre autant de temps, d'argent, d'investissement, de ce que tu veux, pour avoir ça comme résultat, j'ai trouvé ça dommage. Bravo à eux, parce que ça devait être fatigant, crevant, et surtout bravo pour l'interview de Booba à la fin. Oui. C'était très fort. Atypique. C'était très fort, c'est très cool. Mais le concept est top, mais il faut vraiment... En fait, c'est tellement teasé comme le truc, tu vas en apprendre un truc de dingue, que du coup, là, on était un peu déçus parce qu'Hanouna est déjà un personnage clivant à la base. Il joue de ça. Et donc, en fait, là, ça l'a rendu encore plus détesté pour beaucoup de gens, mais aussi plus adoré. C'est le concept d'être clivant. Donc, en fait, limite, ça lui même au long terme, je pense que ça va lui même encore plus lui servir. Ouais. Parce que ça le rend, en fait, important. Les rencontres, les invités que tu rêverais d'avoir, ce serait qui ? Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Ah. Et ça, c'est... je l'ai toujours dit aux garçons, si un jour on reçoit Sarkozy ou Macron, c'est moi qui fais l'interview. C'est mon plus grand rêve. Pourquoi ? Et évidemment, c'est de politique, tu vois, ça va pas être un autre secteur, parce qu'évidemment, j'adore la politique, et même si aujourd'hui ça a moins de poids qu'à une époque, c'est quand même quelque chose, des personnalités que je respecte beaucoup. N'importe quelle politique d'ailleurs, parce que réussir à te faire élire sur des idées auprès de milliers, voire millions de gens, je trouve ça très fort, quoi qu'on en dise. Mais même que ce soit un Mélenchon, un Macron, un Marine Le Pen, c'est valable les trois, c'est très fort, c'est très respectable. Et Macron et Sarkozy, pourquoi ? Sarkozy, parce que c'est grâce à lui que je me suis autant intéressée à la politique. J'ai regardé son élection face à Ségolène Royal en 2007. Je me rappelle très bien de la scène, sur le lit de mes parents avec mes deux frères.
Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Juste des personnes qui parlaient à la télé, en train de se faire élire avec des votes et tout. Et je sais pas, c'est ça qui m'a fait m'intéresser aussi petite et à vouloir écouter aux portes des trucs sur la politique. Et donc j'ai vachement vu Sarkozy comme quelqu'un qui m'a... enfin, ça aurait été un autre président à l'époque, ça aurait été une autre personne. Là, c'est vraiment que c'était lui. Et aussi parce que je trouve que c'est l'un des seuls présidents depuis Giscard d'Estaing qui imposait un vrai respect, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, malgré ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, qu'importe. Les gens avaient peur de lui, les gens le respectaient, les gens se foutaient pas de sa gueule. Et les autres pays aussi. Alors que Hollande, même, parfois j'oublie qu'il a été président de la République. On a reçu Hollande. Ça me fait pas du tout le même effet de recevoir un Hollande ou un Sarkozy. C'est génial. Bravo, le mec a été président de la République, mais mec, mais respect à vie. Franchement, bravo. Et en plus, il est hyper sympa, il n'y a rien à dire, il est brillant sur plein de sujets, il n'y a rien à dire. Mais il n'a pas renvoyé cette figure politique que je trouve qu'un Sarkozy renvoie. Et puis aussi, en termes d'idées, moi, je suis une capitaliste libérale. Donc forcément, à l'époque, très alignée, beaucoup plus avec un Sarkozy qu'un Mélenchon, par exemple, évidemment. Et Macron, pourquoi ? Parce qu'il est président de la République, donc recevoir le président, c'est quelque chose de fort. C'est quelqu'un qui donne très très peu d'interviews et qui parle très peu à la presse, donc de le recevoir donnerait un crédit encore plus intéressant à ça. Et surtout, il a été très fort dans sa communication en 2017, qui est un point que j'aimerais beaucoup discuter avec lui, parce que c'est tellement pertinent ce qu'il a réussi à faire. De ce fait, moi, les gens à l'époque me disaient je vote pour Macron parce qu'il est beau et qu'il est jeune. Je voyais des gens dans la rue qui prospectaient pour lui, des jeunes. Je pense qu'ils avaient à peine lu son programme électoral. Et cet engouement était tellement fort, ce tournant, il l'avait bien compris. Et surtout parce que, bah ouais, il est président, c'est respectable, c'est très fort. Le challenger sur beaucoup d'idées sur lesquelles je suis pas d'accord, d'autres sur lesquelles je suis d'accord. Et ce serait un vrai plaisir de les recevoir. Puis Macron, peut-être parce qu'il est plus près des jeunes générations, en tout cas c'est ce qu'il dit. Sarkozy, moi je me souviens, c'est grâce à lui que je me suis lancée en auto-entreprise. Je me rappelle, mon père il disait, mais tu sais, je peux te donner 1 000 euros, mais il te faut au moins 10 000 euros pour lancer une SARL à l'époque. Et l'auto-entreprise, je l'ai lancée avec 1 euro. Donc c'est un peu on se souvient de lui, enfin en tout cas moi dans mon parcours d'entrepreneuse, on se souvient de lui vraiment pour ça. J'ai permis à plein de jeunes de se dire, bah, le salariat ça me convient pas, j'ai pas non plus 100 000 euros de côté pour lancer une start-up ou autre chose, et encore les start-up n'existaient pas vraiment. Bah, il a rendu ça possible. C'est important de le dire, sans rentrer dans la politique, mais non, mais je sais, je suis complètement d'accord. Cette idée qui révolutionne, on parle des freelances comme ça parce que il y en a qui naissent tous les jours comme ça dans plein de secteurs, mais on ne pense pas à qui a rendu ça possible. Je suis d'accord. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et donc Macron, parce qu'il a été 2 fois président, c'est quoi cette adrénaline de le rencontrer ? Un vrai respect, pareil pour ce qu'il a réussi à faire, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, un vrai respect. Il a été élu 2 fois de suite président. Et puis il est vraiment bon. Je pense qu'il est plus intelligent que la majorité des gens. Que c'est pour ça qu'il a aussi du mal à communiquer, parce que je pense qu'il se met dans un rôle quand il communique parce qu'il ne sait pas faire en fait. Et pour avoir côtoyé beaucoup de profils qui fonctionnent différemment socialement des gens, parce qu'ils sont vraiment brillants et donc ils ne savent pas faire, ils ne connaissent pas les codes sociaux, j'arrive un peu à pas du tout à le comprendre parce que je ne le connais pas, mais à accepter l'idée qu'il peut être maladroit, à accepter l'idée qu'il est tellement intelligent, et pour connaître vraiment des gens qui sont très proches de lui, qui me l'ont confirmé, et de toute façon c'est un truc dans lequel je ne doutais pas, qu'il a besoin de vouloir essayer d'être normal dans sa communication. Du coup, les gens, on voit que c'est pas forcément très naturel et il l'apprécie pas pour ça. Mais c'est quelqu'un de brillant, élu 2 fois président de la République, qui est un secteur qui moi, m'a toujours intéressée petite. Voilà, j'ai envie de le recevoir. Je n'aurais pas forcément d'explication très logique ou rationnelle, mais j'ai envie. J'ai envie c'est un objectif. Bah, je te le souhaite. Hein. On va suivre ça de près. On peut te souhaiter quoi dans les 10 prochaines, 20 prochaines années ? Tu te verrais où et faire quoi ? D'avoir construit le groupe média de notre génération. D'avoir réussi à animer au moins une fois le débat du second tour de la présidentielle, si vous voulez, en cross-post avec France 2 ou TF1, mais au moins aussi en même temps en parallèle au crayon, et d'être l'une des 2 journalistes sur le plateau. D'avoir réussi à fonder une famille en jonglant avec tout ça. Et de faire en sorte que ma boîte grossisse le mieux et qu'elle continue, en tout cas comme ça, avec mes associés adorés et notre équipe. Donc, honnêtement, j'ai rien de plus souhaitable que ce que j'ai déjà aujourd'hui, juste que ça continue
à évoluer, mais que ça continue comme ça, surtout. Si aujourd'hui, à ma place, tu avais Sixtine de 10 ans, la Sixtine entrepreneuse aujourd'hui de vingtaine d'années, elle dirait quoi, Sixtine, de l'âge de 10 ans? D'avoir confiance en elle et de s'en foutre du regard des autres. C'est les deux trucs. Et d'être curieuse, mais j'étais déjà. Mais le regard des autres fait tellement de mal quand t'es petit. Alors que quand tu grandis, tu te rends compte que tu t'en fous tellement. Que c'est un truc que les petits n'ont pas conscience. Et ça, c'est important qu'il l'ait. Cette innocence de l'enfance. Ah ouais. Qui peut être très innocente ou très violente. C'est pour ça. Merci, Sixtine. Merci à toi.